Bonjour, c'est ça aujourd'hui pour ce premier séminaire, on va parler du phénomène des médias sociaux en fait. On sait que les gens vont sur l'internet pour chercher des informations sur leur santé, dont leur santé mentale, mais également on va le voir sur Facebook et les autres médias sociaux. Alors tout d'abord, brièvement un peu d'histoire, j'aime bien toujours revenir à ça, c'est que il y a 40 ans en fait a été créé à Stanford le projet ARPANET qui était l'embryon en fait de l'internet, et puis finalement ça fait que 25 ans que le web tel qu'on le connaît avec les sites web etc existe, et ça a été inventé au Centre européen de la recherche nucléaire à l'époque, et c'était même pas le travail finalement des chercheurs qui l'ont inventé, ils l'ont inventé un peu sur le côté pendant leur temps libre. Donc ils ont fait le web qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis ces 25 dernières années, en tout cas, il y a 3,2 milliards d'internautes aujourd'hui. J'arrête pas de changer de chiffre parce que ça n'arrête pas de grossir, bien sûr. Et on en est arrivé à 45% de la population mondiale qui est sur Internet, qui a accès à Internet. Au Canada, on est particulièrement bien lotis puisque nous sommes 92,5% de Canadiens qui ont accès à Internet. Et là aussi, ça n'arrête pas de grandir. 92,5, ça veut dire que pratiquement toute la population canadienne a accès à Internet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans les 10 premiers pays, nous sommes le 7e en ce moment, ça bouge un petit peu des fois, de pays de plus d'1 million d'habitants, en tout cas, à être le plus connecté au monde. Alors, petit fait rigolo, ça reste toujours les mêmes pays qui sont les plus connectés, ce sont que des pays nordiques. Donc il y a la Suède, le Canada, la Norvège, etc. Donc j'imagine que c'est parce qu'on passe plus de temps à la maison aussi pendant l'hiver que les Mexicains. En tout cas, nous sommes très très connectés au Canada avec 33 millions d'internautes et 22 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents comme les iPhones ou les Android. Donc bien entendu, par rapport quand on voit en fait qu'il y a 92,5% de Canadiens qui ont accès à Internet, ça nous fait penser aussi à la santé publique. Là, on peut atteindre facilement en fait des millions de personnes. Alors, autre fait intéressant, c'est que nous sommes le premier pays au monde où les habitants passent le plus de temps sur Internet dans un mois, en fait. Et on est même au-dessus des États-Unis, avec 45 heures. Donc, bon, les médias sociaux, vous savez tout ce que c'est. Bref rappel, c'est un groupe d'applications en ligne qui se fonde sur l'idéologie et la technologie de ce qu'on appelle le Web 2.0. C'est quoi en fait? C'est ce qui permet la création et l'échange de contenu généré par les utilisateurs. Alors, ça passe des flux RSS, aux blogs, les wikis, les partages de photos, les vidéos partages avec YouTube, etc., tel qu'on connaît, les podcasts, les réseaux sociaux avec le plus connu, c'est Facebook, le bookmarking collaboratif, etc., etc., les mondes virtuels aussi, et les microblogs tels que Twitter. Alors, on sait qu'il y a une croissance forte des utilisateurs de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., même si ça commence un petit peu à se tasser, parce que maintenant, une fois que tout le monde a embarqué, forcément la courbe se tasse un petit peu. Les classes d'âge, c'est intéressant, parce qu'il y a quelques années, je pouvais commencer une conférence comme ça en disant que c'était plutôt les jeunes, quand même. Puis maintenant, de moins en moins. On voit vraiment qu'il y a toutes les classes d'âge qui ont embarqué, et puis les jeunes d'aujourd'hui sont nos vieux de demain, donc ils vont continuer à utiliser l'Internet de façon soutenue. Donc les sites sociaux les plus consultés au Canada, bien entendu, c'est Facebook, Twitter et LinkedIn. Donc au niveau des utilisateurs de Facebook, alors j'ai laissé les statistiques de 2013 parce qu'on voit justement que ça commence à s'aplanir. C'est que au Canada, en 2013, il y avait 19 millions d'utilisateurs de Facebook, et maintenant, en fait, il y en a 20 millions. Donc c'est un petit peu augmenté, mais on voit que ça y est, tout le monde a pas mal embarqué. Au Québec, en 2013, il y avait 4,4 millions d'utilisateurs de Facebook, et aujourd'hui, on est à 4,8. Et à Montréal et alentour, on était à 1,48 millions d'utilisateurs de Facebook, et maintenant, on est à 2,2. Donc on est hyper connecté à Facebook. On est parmi les pays les plus connectés d'ailleurs à Facebook. Bon, après, c'est un petit peu exagéré ces chiffres-là, dans le sens où il y a des gens, donc on va le voir tout à l'heure, qui ont deux comptes Facebook, un compte personnel et un compte professionnel. Donc forcément, ça vient
fausser un petit peu le chiffre. Au niveau des sites sociaux et des mobiles, là aussi c'est intéressant de voir qu'il y a 70% des Canadiens qui utilisent un téléphone mobile et 80% d'entre eux qui utilisent des téléphones intelligents. Donc ça on l'a vu. Mais il y a 58% des utilisateurs bonjour, de sites sociaux au Canada qui consultent ces sites chaque jour sur leur téléphone intelligent. Donc ils vont chaque jour sur Facebook, Twitter, etc. Alors, il n'y a pas que les sites comme Facebook, il y a également les blogs. Alors, les blogs, on sait qu'il y a à peu près 120 000 nouveaux blogs par jour qui se créent, donc c'est beaucoup, mais il y a aussi 45% d'abandon après 3 mois, bah, tout simplement parce que c'est quand même beaucoup de travail, un blog. Donc, souvent, on croit que c'est une bonne idée, et puis on abandonne régulièrement. Donc, les blogs en santé, c'est 2 à 3% de la blogosphère et c'est de plus en plus utilisé par les institutions. Par exemple, il y a l'Institut universitaire en santé mentale Douglas qui conseille, chaleureusement, on va dire, aux chercheurs d'animer des blogs pour expliquer à la population ce qu'ils font. Et donc restituer leurs recherches, mais sous forme vulgarisée. Donc c'est vraiment pour la population. Et ça permet ainsi une visibilité à l'Institut Douglas, et puis aussi de briser un peu le stigma, et puis que ça donne plus accès aux personnes de connaître les dernières recherches. Les gens ont besoin de parler quand ça va mal. Ça, on le sait depuis longtemps, mais on le voit autrement, aussi au travers des blogs, puis on le verra plus tard, au travers de Facebook, etc. aussi. Donc, par exemple, on a vu qu'il y avait une augmentation du nombre de blogs après un événement traumatique comme les attentats de Londres ou Katrina, où à chaque fois, en fait, ce sont les pics que vous voyez derrière moi. Alors, vous voyez, la création de blogs est toujours à peu près la même, et puis d'un seul coup, il y a le premier pic avec l'attentat de Londres, et là, d'un seul coup, donc, les gens ont créé des blogs et ont eu besoin de parler de ce qu'ils ressentaient. Le deuxième, c'est les inondations de Nouvelle-Orléans, et le troisième, plus petit, mais quand même, il est là, c'est au Pakistan, il y a eu un tremblement de terre. Alors, il y a les blogs, mais il y a aussi les wikis, où c'est une co-création d'un savoir à partir de la contribution des internautes et sous la surveillance des autres internautes. Alors, le plus connu, bien entendu, c'est Wikipédia, et ça implique des règles strictes afin de garantir une qualité d'information diffusée. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à Wikipédia, il y a une recherche qui avait été publiée dans Nature, quand même, qui avait montré que le savoir diffusé sur Wikipédia était pratiquement aussi fiable que celle diffusée par l'Encyclopédia Britannica. Alors, c'était intéressant parce qu'on pouvait croire que Wikipédia, c'est pas toujours fiable, etc. Mais en fait, ce savoir collectif a créé quelque chose d'assez fiable. Ça a dû être un coup dur à encaisser pour l'Encyclopédia Britannica. Mais... La présence de la santé, en tout cas sur les sites sociaux, ben, on voit une augmentation régulière de la présence de la santé, dont la santé mentale, sur les sites sociaux. De toute façon, il y a toujours eu une popularité aussi de l'information sur la santé ou sur la santé mentale. Il suffit d'aller à Renaud-Bré, à Archambault, etc. Et vous voyez tout de suite des rayons entiers de livres sur la psychologie ou sur la santé. Donc ça a toujours été populaire, et cette popularité-là, en fait, on la retrouve donc sur Internet. Alors, fait intéressant, je ne sais pas si vous connaissez Yahoo Answers, mais c'est un site social en fait où on pose des questions. Ça peut être, je prends toujours le même exemple, là, la recette du couscous, et puis quelle est la recette du couscous véritable marocain, et puis il y a donc plein de gens qui vont donner leur avis sur la recette du couscous marocain. Et là, il y a d'autres personnes, donc les internautes, qui vont voter pour quelle réponse leur semble la meilleure, quoi. Donc, ce qui marche pour une recette de cuisine, ça marche pour tout, dont les troubles de santé mentale. Où on voit que donc il y a donc des gens qui souffrent de troubles de santé mentale ou des proches, et comme un état de stress post-traumatique, où en 2010 par exemple, il y avait 8623 questions sur l'état de stress post-traumatique, et on est passé à 14 000 en 2012, soit 2 ans après seulement. Aujourd'hui, c'est difficile, on ne peut plus quantifier le nombre de questions, mais vous voyez en fait que, par exemple, sur la dépression, il y avait 176 955 questions sur la dépression, et en 2012, on est arrivé à 301 000 questions. Alors là, si on regarde aujourd'hui,
À quoi ça ressemble, par exemple? Donc, ce site social, il y a des gens, par exemple, qui vont poser. Alors, j'ai pris l'exemple du stress post-traumatique que je connais bien. Alors, on voit des questions de genre, quels sont les symptômes d'un stress post-traumatique? Alors, c'est intéressant quand même, parce qu'on pose une question non pas ici à un professionnel de santé mentale, mais à des internautes. Et par exemple, il y a comment se débarrasse-t-on du stress post-traumatique? La mémoire. Alors là, on a même un étudiant qui n'a pas d'hypothèse de départ et puis qui cherche des idées. Donc, mais le plus souvent, on a des gens qui, soit des proches, soit des personnes qui souffrent directement du trouble. Je suis victime d'un stress post-traumatique, comment le résoudre? Là, j'ai pris un exemple où la personne dit, j'ai regardé un peu sur Internet, ça me parle beaucoup, des solutions à part les cachets à long terme, comment voit-on la fin? Et puis là, et donc, il y a une personne qui répond, qui dit, je viens de découvrir cet article, ça me paraît être une piste intéressante. Et puis là, il part sur, c'est votre envie, votre force qui fera toute la différence. C'est sûr que sans thérapie ou médication, c'est difficile, mais même si vous-même n'y croyez pas, alors c'est sûr que ça n'en finira jamais. Bon, c'est un peu trash quand même comme conseil, mais je vous souhaite bon courage pour l'exclamation. Bon, et puis, alors là, bon, ça va encore à peu près. Alors, on voit sur les côtés, bien entendu, qu'il y a des publicités dans tous les sens, dont le Synergia détresse à prix imbattable. Un autre exemple, c'est comment on se débarrasse du stress post-traumatique. Alors là, il y a une personne qui dit, j'ai assisté à l'agonie de mon frère souffrant d'un cancer après sa mort, et la nuit, avant de m'endormir, je revois les souvenirs du drame dans son visage, enfin, son corps squelettique, et je revis son agonie. En fait, il est resté donc jusqu'à la fin avec son frère, et ça a été particulièrement difficile, puis il le revoit en cauchemar, etc. Et alors là, il y a eu plusieurs réponses. Donc à ce moment-là, il y a un vote. Et on voit que la meilleure réponse, c'était, selon les internautes, ça a été, il est certain que de consulter est une option afin de permettre un certain suivi, mais de par mon expérience, etc. Puis la personne commence à partir dans un long texte d'ailleurs, où il parle même à un moment des importants changements au cours du XXe siècle. Et grosso modo, il va finir par dire, bon, on ne peut pas changer la vie des autres, il est possible d'avoir une certaine influence, mais cette influence demeure toujours limitée. Tu ne pouvais pas sauver, guérir ton frère. Il est le seul qui pouvait revenir ce pouvoir, à qui il pouvait revenir ce pouvoir, pardon. Comment, on ne sait pas. Tu n'as pas à te sentir coupable et tu n'as pas à vivre sa souffrance. C'était la sienne et elle n'a pas à devenir la tienne. Tu dois te permettre le détachement, tu dois lâcher prise par rapport à ces événements. Bon. Mais là, il parle en fait du stress post-traumatique probablement, ou de son frère qu'il a vécu à la guerre en tant que militaire. Mais si on se souvient de ce que dit le frère qui a posé la question, lui, il ne parle pas de ça. Lui, ce qu'il voit la nuit, c'est son corps squelettique, l'agonie de son frère, etc. Donc c'est de ça qu'il souffre. Et la question, donc on peut dire que la réponse est un peu à côté, et la réponse qui n'a pas été notée, c'est celle d'en dessous, qui n'a pas été jugée comme la meilleure. Et la réponse, c'était tu peux consulter un psychologue. Donc là, c'est un peu dommage. Puis il conseille des thérapies cognitivo-comportementales. Et puis, en fait, c'est plutôt une bonne réponse d'encourager à voir un psychologue si les symptômes ne passent pas. Mais c'est pas lui qui a été élu. Donc, c'est pas mal. Ça laisse en tout cas des interrogations. La popularité aussi de la santé mentale se retrouve forcément sur Facebook, où le nombre d'abonnés dans les 500 premiers groupes, alors ça c'est le nombre d'abonnés dans les 500 premiers groupes, parce que Facebook a arrêté les comptes après 500 groupes, puis maintenant ça devient vraiment difficile de savoir combien de groupes existent en fait sur les psychopathologies. Mais vous pouvez en fait regarder un trouble de santé ou un trouble de santé mentale sur Facebook et taper dans le moteur de recherche, par exemple trouble de stress post-traumatique, et en juillet 2009, il y avait 2202 abonnés à des groupes de discussion sur le trouble de stress post-traumatique. Et on est arrivé en mars 2013 à 67 358 personnes qui parlaient de trouble de stress post-traumatique. Même chose pour l'anxiété, même chose pour la dépression. L'autisme, on voit qu'il y a toujours un pic avec l'autisme. On est passé de 176 000 personnes abonnées à des groupes à 2 759 000 qui parlaient d'autisme, parce que souvent, en fait, les parents sont très actifs sur Internet pour trouver des pistes pour aider leurs enfants. Et on voit la même chose pour la schizophrénie et les troubles bipolaires.
Alors, c'est quoi en fait? Ce sont des gens qui vont sur Facebook et qui embarquent dans un groupe qui parle de leurs troubles, souvent, ou du trouble de leur mari, et qui essaient de s'entraider, d'avoir des informations, bien sûr, mais aussi de s'entraider, voire même de comparer les médicaments. On voit ça, moi je prends ça comme médicament, c'est pas très efficace. Mon psy m'a dit ça, mais je suis pas sûr que c'est vraiment bon ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit toi? Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, bien entendu, les proches, parce que c'est vraiment difficile d'avoir un proche qui est atteint d'un trouble de santé mentale. Et aussi, par exemple, si on reprend l'exemple du trouble du stress post-traumatique, l'un des symptômes, c'est l'irritabilité. Donc c'est pas toujours évident pour, mettons, l'époux ou l'épouse ou le conjoint de subir un peu cette irritabilité, surtout que la personne, la plupart du temps, ne sait pas que c'est attendu comme symptôme et que c'est un symptôme. Donc ça permet en tout cas d'échanger. Ça, c'est un exemple d'une page qui existe depuis un moment, hein, qui est toujours la première active, qui s'appelle tout simplement PTSD, et c'est Post-Traumatic Stress Disorder, ça veut dire trouble de stress post-traumatique. Une fois de plus, on retrouve la même chose pour n'importe quel trouble. Et à la base, c'était un militaire qui l'avait créé, puis maintenant, en fait, euh, il y a beaucoup les familles qui en parlent, qui parlent en fait de leur vécu dessus, et pas forcément lié à des militaires. Ça peut être des accidents d'auto, ça peut être des agressions dans la rue, etc. Et là, il y avait récemment encore 21 000 personnes qui embarquent dessus. Ça, c'est un exemple, par exemple, de ce qu'on peut dire sur un groupe euh, sur Facebook. Par exemple, donc là, on voit clairement le nom de la personne, parce que là, on n'est pas comme sur un forum, comme tout à l'heure sur Your Answers. Il n'y a pas de pseudo. Donc, on a directement accès à qui a dit ça. Et donc, la personne, donc Alicia Allo, elle a été sur ce groupe, et puis elle a dit, mais que signifie le mot traumatisme pour toi? Moi, c'est un accident de voiture, j'ai survécu, mais le traumatisme est toujours là, etc. Je ne veux pas avoir un psy, mais j'écris beaucoup, surtout la poésie. Voilà. Donc, ça va faire 10 ans en décembre, etc. Et ce qui est intéressant de voir ici, donc, c'est qu'elle a besoin de se confier, qu'elle est allée sur ce groupe-là, que là, aujourd'hui, en fait, on est tous en train de parler, on est tous en train de voir ce qu'elle a écrit, parce que c'est public. Donc c'est complètement public. Donc, et ça, souvent, les gens l'oublient, que c'est public, que ce ne sera pas effacé. Ça va rester là, puis tout le monde peut regarder son employeur, ses amis, euh, des membres d'une secte. Donc il y a vraiment tout le monde qui peut regarder ça. Et il suffit de cliquer à ce moment-là sur son nom pour accéder à des données sur sa page. Alors si c'est pas protégé, ben, on aura accès à tout. Et si c'est protégé, ben, seulement partiellement à des informations. Mais là aussi, ce sera, on le verra tout à l'heure, relativement facile de trouver des informations sur elle sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Donc il faut faire particulièrement attention à ça, et puis il faut, je crois, en parler avec, bon, pour les professionnels de santé, en tout cas en parler avec nos patients, parce que on se doute bien qu'ils ont été sur Internet, qu'ils ont googlé, ils vous ont sûrement googlé aussi, et puis ils ont une connaissance des symptômes, et alors des fois elle est très bonne, des fois elle est moins bonne. Et ça peut être intéressant euh, d'éduquer un petit peu à ce moment-là ces patients en disant ben, vous avez été où exactement, ou de conseiller des sites internet, ou de conseiller de faire attention aussi aux informations qui sont divulguées. Alors, cette popularité-là, on la retrouve également sur Twitter, où il y a beaucoup en fait de comptes Twitter qui sont dédiés à l'autisme, aux troubles bipolaires, aux troubles anxieux, etc. Où là aussi, ça peut être des institutions, mais ça peut être également des personnes qui vont animer directement en fait, ces comptes Twitter. On retrouve aussi, bien entendu, dans les forums. Alors là, j'ai pris l'exemple de sites francophones où, par exemple, il y a le assez célèbre Doctissimo, où là, on retrouve un peu ce qu'on vient de voir sur Facebook, sauf que c'est un autre format, et puis où les personnes donc, vont se confier.
les avantages donc, de l'usage des médias sociaux en santé, alors bon, on va voir ça, et les utilisateurs de médias sociaux en santé, bah, c'est comme pour l'Internet en général, ce sont les patients, les proches, les institutions, les chercheurs, les étudiants, les cliniciens et les grands publics. Alors pour les patients, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des recherches qui montrent à chaque fois la même chose, c'est que ce sont davantage des patients qui souffrent de troubles chroniques. Donc ça fait depuis un moment en fait, que les troubles sont installés et ils cherchent des solutions. Donc pourquoi utiliser les sites sociaux pour les questions de santé? Bah, c'est pour partager des expériences personnelles en premier lieu, trouver du soutien social aussi, et pour trouver un savoir vulgarisé. Parce que quand on regarde la littératie par exemple au Québec, on s'aperçoit qu'il y a une bonne partie de la population, la moitié de la population, qui a des difficultés en fait à comprendre des textes longs et difficiles, où il y a un vocabulaire un petit peu trop riche, etc. Donc les gens, en fait, plutôt que d'aller vers des sites institutionnels où c'est parfois un peu compliqué, on ne retrouve pas exactement les questions qu'on se pose, etc., vont directement aller sur Facebook, par exemple, directement auprès de leurs pairs qui vivent la même chose qu'eux. Donc c'est pour confronter aussi les expériences et trouver des conseils. Au niveau des utilisations, donc, les usagers cherchent des informations spécifiques sur leur santé sur les sites sociaux et se confient aussi, alors ça aussi c'est intéressant, se confient davantage dans les groupes de discussion. Il y avait une recherche il y a quelques années qui montrait, et puis c'est toujours vrai, que les gens sur Internet, dans les forums, dans les groupes, se confient davantage que même parfois dans des groupes thérapeutiques. Parce qu'il n'y a pas la honte parfois ou la peur du jugement de l'autre. Et donc parfois aussi c'est l'anonymat qui fait ça et parfois ils ne sont pas anonymes mais il n'y a pas le regard de l'autre. Donc on peut plus facilement parler de ces troubles. Il y avait une recherche qui a été faite d'ailleurs avec des hommes et où c'était plus facile par exemple pour eux de parler de leur absence de libido ou des choses comme ça qu'ils n'auraient pas osé sinon dans un groupe traditionnel. Alors ça c'est un exemple aussi de ce qu'on peut voir sur Facebook. Et là, c'était un témoignage dans un groupe sur les troubles obsessionnels compulsifs. Et là, on voit l'exemple de soutien, en fait, de demande de soutien, où il y a un papa, alors là j'ai vraiment copié-collé, qui dit: Mon fils passe son temps à se laver les mains à tel point qu'elles en sont abîmées. Il veut arrêter sa scolarité en seconde métier du secrétariat. Il a 16 ans, je ne sais que faire. Lorsque ces obsessions sont là, les compulsions consistent à nous insulter grossièrement. Il paraît que ça fait partie des rituels pour se rassurer. Donc il ne sait pas trop. Et il est suivi depuis l'âge de 4 ans, puis il n'y a aucune amélioration, bien au contraire, avec l'adolescence, sa maladie s'est aggravée, etc. Et il parle même de sa médication. Alors il dit qu'il ne sait pas comment, en fait, de quoi va être fait l'avenir de son fils, il s'inquiète, comment il va gagner sa vie. Et puis il dit même qu'il a eu au début du Zoloft, et puis un autre médicament, mais c'est sans effet, et puis la psy qui le suit ne lui donne aucun traitement. Et il dit: cette maladie est un véritable calvaire pour nous tous. Donc là, vous voyez, ce père-là a besoin de se confier. Et il le fait au travers donc, de Facebook, et puis là, on voit une réponse. Et il y a quelqu'un donc, qui répond. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est souvent en francophonie, en anglophonie, donc ça peut être un Québécois qui répond à un Français, ou un Belge, ou un Suisse, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et il dit: mes TOC, donc mes troubles obsessionnels compulsifs, ont commencé quand j'avais 13 ans. Maintenant, j'en ai 26 et je vois le bout du tunnel. Je ne suis pas encore loin de là, mais je sais qu'on s'en sort avec de la volonté, du courage. Et il dit donc: courage, et je vous embrasse fort, il y a de l'espoir. Et le père répond: merci de votre gentillesse. Donc là, on voit vraiment un exemple de soutien qui s'est fait dans ce groupe-là. Alors, bon, brièvement, parce que c'était vraiment intéressant aussi, on voit la même chose quand il y a une catastrophe, comme par exemple ce qui s'était passé en Haïti. Où là, là aussi, il y avait un groupe haïtien sur Facebook. Et là, c'était même du direct, juste après le tremblement de terre, où les gens ne savaient pas trop si leurs proches, etc., étaient morts, blessés, où ils étaient. Et à ce moment-là, donc, il y a une personne qui répond: bah voilà, mon amie, c'est bon, a été localisée, elle va bien, et merci de nous aider. Et puis donc elle encourage le groupe. Et là, donc, il y a une réponse. En fait,
La réponse était oui, j'ai entendu parler d'elle par ma mère, elle est un peu secouée, mais ça va. Donc vous voyez là, c'est un autre exemple encore de l'utilité de Facebook dans des catastrophes, par exemple, naturelles ou des attentats. Donc ça va participer à la protection civile de demain. Ce serait vraiment dommage de se priver en fait de ce formidable outil dont les gens en fait embarquent. Parce que sinon on n'embarque pas, c'est pas grave, le train il passe pareil. Donc les gens eux ont déjà embarqué sur Facebook, Twitter, etc. Et utilisent beaucoup, donc on l'a vu, hein, 22 millions de Canadiens avec les téléphones intelligents. Donc ça peut être intéressant en cas de catastrophe ou au Québec ou d'attentats en fait pour faire un premier triage même psychologique et orienté vers des services de soins adaptés. Donc, et ça permet aussi de rejoindre des personnes que l'on n'arriverait pas à contacter. Alors si on prend d'autres exemples de sites francophones, comme pour les sites anglophones, il y a beaucoup de gens qui lisent, beaucoup d'internautes qui lisent, très peu qui écrivent. On voit la même chose avec les blogs. Et les nombres de réponses sont parfois limités. Alors on voit parfois aussi une hyper-présence de certains thérapeutes et une rareté des professionnels institutionnels. On voit aussi peu d'utilisation de Facebook au profit des forums, ça c'est surtout pour les Français, pour des raisons qui me dépassent. Mais en tout cas, les Français, eux, utilisent davantage les forums et les Québécois seraient davantage Facebook, etc. Donc, il y a même recherche d'entraide, de soutien, de compléments d'information. Alors, les inconvénients, bien entendu, ils existent. Il peut y avoir, bien entendu, un problème de qualité de l'information, qui est le modérateur, par exemple, du groupe. Et comme il y a peu, voire pas de professionnels de santé mentale dans ces groupes-là, donc il peut y avoir de la bonne information comme de la très mauvaise information qui est diffusée, et à grande ampleur. Il y a également les groupes de discussion pro-suicide ou pro-anorexie ou pro-scarification qui vont encourager des personnes vulnérables à donc se scarifier ou à faire des pactes de suicide. On peut voir donc sur ces groupes où il dit voilà, on va se suicider tous demain à 10h. Donc, ce qui est particulièrement inquiétant. Et une fois de plus, très peu de professionnels de santé mentale sont présents. Alors, sur les sites sociaux, il y a un autre problème, on a commencé à en parler, c'est attention aux données personnelles. Parce que l'Internet ne connaît pas l'oubli. Et on laisse, en fait, souvent, sans faire très attention, des traces un petit peu partout sur Internet. On répond, il y a 10 ans, on a répondu à un sondage. Il y a 5 ans, on avait un problème, et puis on en a parlé sur un forum. Et puis ainsi de suite. On a mis quelques photos à droite, à gauche. Puis en fait, à chaque fois, on a mis son nom associé. Et quand on regroupe tout ça, on peut avoir carrément le profil de la personne. Donc c'est un peu la question qui se pose, c'est qui montre des photos de ses enfants à des inconnus ou qui parle de ses doutes, de ses maladies, de ses souffrances à des inconnus. Ça peut paraître fou comme ça, mais la réponse, c'est la plupart des internautes, en fait. On laisse des informations partout. Donc comment trouver ces informations sensibles? C'est très facile, alors, via Google par exemple, mais plus efficace, il y a des sites qui regroupent des algorithmes intelligents et qui regroupent en fait des informations sur les personnes, comme people.com. Donc si vous ne connaissez pas, je suis à peu près sûr que vous allez tester votre nom juste après. Et, et vous serez surpris, parce que, alors, ça marche juste pas trop, ça marche quand même, mais pas trop si vous avez un nom assez commun. Mais si vous avez un nom un peu moins commun, là c'est terriblement efficace. Mais quand même avec un nom commun, en fait, il comprend par exemple que Christophe Herbert, qui est terriblement commun comme nom, et dans le monde d'ailleurs, c'est bizarre, et il arrive à comprendre que le Christophe Herbert qui vit à Montréal, c'est pas le même que le Christophe Herbert qui vit à Genève. Parce que il va se rendre compte tout de suite qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, etc., et qu'on ne doit pas avoir le même âge. Donc, vous voyez, c'est de plus en plus précis, en fait. Et à chaque fois, ça va regrouper les PDF qui sont disponibles, les photos, etc., etc., etc. Alors, ça, je le cite souvent, parce que c'est un peu terrifiant.
et c'est toujours d'actualité, c'était Le Tigre, qui était un journal français de je sais plus où, qui s'était dit qu'ils allaient faire en fait un portrait Google pour montrer aux gens qu'ils laissaient trop d'informations sur Internet. Et donc ils ont pris une personne au hasard, je crois qu'ils ont démarré sur Flickr avec des photos, puis ils ont cherché toutes les informations qu'ils avaient sur cette personne. Et ils ont publié l'article le jour de son anniversaire, le jour de sa fête. Mais ils ont donné un autre prénom, ils n'ont pas dit le nom, mais grosso modo tout le monde l'a reconnu. Donc, alors ça disait bon anniversaire Marc, le 5 décembre 2008. Alors imaginez 2008, imaginez aujourd'hui ce que ce serait. Tu fêteras tes 29 ans. Tu permets qu'on se tutoie, Marc, tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi je te connais très bien. Et puis là, en fait, ils vont préciser donc, leur démarche et dit on va prendre toutes les données, puis on va les présenter. Mais ils disent mais de toute façon, c'est pour la bonne cause, et puis après tout, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à faire attention, parce qu'une fois de plus, ce sont des données publiques. Et donc là, ils embarquent, alors je vous ferai grâce de tout l'article, mais ça dit, je pense qu'à l'année 98, il y a 10 ans, quand tout le monde fantasmait déjà sur la puissance d'Internet, le Markel de l'époque, je n'aurais jamais sans doute rien ou presque rien trouvé sur lui. Mais là, Marc, j'ai trouvé tout ce que je voulais sur toi. J'imagine ton quotidien, ta vie de jeune salarié, futur architecte d'intérieur, ton plaisir encore à faire de la musique avec tes potes à Bordeaux, tes voyages à l'autre bout du monde, ta future petite copine. Je parie qu'elle aura les cheveux courts. Alors pourquoi il dit ça? Simple, parce qu'il a accès en fait à son Flickr. Donc il a toutes les photos, année après année, de ses voyages, etc. Puis on voit les blondes successives en fait de ce gars-là, et elles ont toutes les cheveux courts. Donc c'est pour ça qu'il se permet de dire ça. Donc alors, si c'est arrivé à ce fameux Marc, qui avait d'ailleurs tenté un procès au journal, sans succès, parce que ce sont des données publiques, qui ne lui appartiennent plus, et on peut s'inquiéter de ce que laissent aussi les patients qui sont en situation de vulnérabilité. Et les patients donc laissent des informations sur les réseaux sociaux qui peuvent être lues par des personnes malveillantes. Donc ça peut être gênant éventuellement, mais ça peut être aussi lu par des personnes malveillantes comme des sectes par exemple. Et les professionnels de santé aussi laissent également des informations sur les réseaux sociaux que peuvent trouver les patients. Donc ça aussi, il faut y penser. Puis, d'ailleurs, les facultés de médecine disent de plus en plus tôt à leurs étudiants de faire attention à bloquer tous leurs comptes, etc. Parce qu'un jour, ils vont sortir de la faculté de médecine. Et tout ça, ça va rester disponible. Donc, et comme les patients googlent de plus en plus leurs professionnels de santé, ça peut être gênant de tomber sur des photos compromettantes. Alors, il y a un moment, j'avais fait une petite recherche et j'avais pris un patient au hasard, quelqu'un qui parlait sur un groupe de discussion sur Facebook et pareil pour un psychologue. Alors là, bon, vous ne voyez pas, mais ça disait la même chose. À partir, en fait, simplement d'un groupe de discussion sur Facebook, qu'il soit protégé ou pas, on avait pratiquement toute la vie de la personne. Parce que même quand c'est protégé, il suffit de rentrer le peu d'informations qu'on a sur people.com, par exemple, et lui, il va se charger de trouver tout le reste. Donc, par exemple, pour la personne, c'était une personne avec un trouble de stress post-traumatique qui parlait de son... c'était pas vraiment un trouble de stress post-traumatique d'ailleurs, c'était plutôt un deuil compliqué qui parlait en fait de la perte de son enfant, qui est quand même particulièrement difficile. Et elle en parlait sur un groupe de discussion sur le deuil. Et cette personne-là, en fait, avait relativement bloqué son compte Facebook, mais on avait quand même accès à des petites informations. Et si on rentrait son nom, en fait, imaginons que je sois une secte, par exemple, dans people.com, on avait tout. Je pouvais savoir son numéro de téléphone, où elle habitait, où elle travaillait, etc., etc., etc. Donc, c'est important d'en parler. Moi, je pense qu'il va falloir progressivement même penser à faire des cours pour les enfants ou de jeunes adolescents, à éduquer la population à faire attention à ces informations. Et même chose à droite donc pour le psy. Donc, demander de l'aide en ligne aussi, ça n'implique pas toujours une réponse. Alors ça, c'est un exemple que j'avais pris sur le site web d'Optissimo. Déjà, on peut se poser la question. Alors donc, il y a une personne qui dit bonjour à tous.
Voilà mon problème, début octobre, j'avais 800 km à parcourir, puis bon, en fait, il a un accident de voiture. Et puis, il a eu un accident de voiture, puis il a du mal en fait à reprendre la voiture, etc. Et puis là, on voit donc une publicité pour un yaourt, et en dessous, il n'y a personne qui répond. Il dit aidez-moi, deux points d'exclamation. Et une journée après, personne pour me rassurer. Il s'interroge, et puis il n'y a jamais de réponse. Donc, cette personne-là était en détresse, etc. Donc, on peut imaginer comment elle s'est sentie à ce moment-là. Un autre problème aussi sur les groupes de discussion en santé en français, c'est plus vrai d'ailleurs, davantage vrai en français qu'en anglais. Sur Facebook, parfois il peut y avoir de la confusion des genres. Donc il peut y avoir des étudiants pour rigoler par exemple, ou qui peuvent, je suis à peu près certain que si on allait tout de suite sur Facebook, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont été traumatisés, qui ont un trouble de stress post-traumatique suite aux élections. Et donc à ce moment-là, et des fois c'est un peu ambigu. Donc, il y a des gens qui vont comprendre la blague, et puis des patients qui vont pas comprendre la blague et qui vont embarquer. Et à ce moment-là, ça peut créer des confusions. Par exemple, là, il y en avait un où le modérateur, en fait, le patient, quand il comprend que c'est un groupe pour rigoler, il est pas du tout, il est un peu choqué, en fait, parce que lui, il souffre d'un trouble de stress post-traumatique, donc il trouve pas ça drôle. Et là, le modérateur a dit, écoute, le fait de créer ce groupe, c'était simplement pour rire entre amis. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui souffrent de cette maladie. Je leur souhaite de s'en sortir un jour. Et l'usager qui dit, écoute, mon frère, la plupart des gens qui ont rejoint, bon, c'est un orthographe approximatif, là, mais écoute, mon frère, la plupart des gens qui ont rejoint ce groupe, c'est pour trouver une aide pour sa souffrance. Et quand ils voient ces messages, ils vont davantage déprimer, car c'est un trouble, c'est une sorte de dépression. Bref, donc en conclusion, j'ai encore un petit peu de temps? Oui. En conclusion, donc la place des médias sociaux en santé va probablement continuer à s'intensifier sur le web et dans les médias sociaux dans les années à venir. Et bien que ces développements peuvent être vus comme des avancées qui procurent de l'aide, et ils peuvent également, on a vu, être considérés comme pouvant avoir un impact négatif sur la santé des internautes, spécialement lorsque ces outils sont de faible qualité. Donc, bien entendu, sur Facebook, etc., il n'y a pas de modérateur. Et il n'y a pas de réponse donc, professionnelle dans la plupart des cas. Donc, le futur est déjà le présent. Et donc, tout l'Internet migre vers les mobiles, puis ça va migrer de plus en plus vers de nouveaux appareils, et ça va devenir donc, de plus en plus notre quotidien. Et les utilisateurs de Facebook, par exemple, pourront bénéficier d'une aide immédiate au sujet de leur santé mentale, où qu'ils soient via des groupes de discussion. C'est déjà vrai d'ailleurs, hein. On le voit au niveau par exemple de l'alcoolisme, où la personne qui est dans la rue et qui a envie que ça va pas, et il est 3h du matin et elle a envie de boire un verre, mais elle sait que c'est pas bien. Elle peut prendre son téléphone et aller sur un groupe de discussion sur Facebook et elle peut trouver de l'entraide à ce moment-là. Donc en résumé, le Canada est l'un des pays les plus connectés au monde à l'Internet, et Montréal est l'une des villes les plus importantes, les plus connectées au monde à Facebook. Et le thème de la santé, dont la santé mentale, est de plus en plus présent sur les sites sociaux, et les usagers cherchent des informations provenant de personnes présentant le même trouble, des conseils, qui essayent de témoigner ou encore de demander du soutien. Et bien entendu encore, donc je pense qu'il faut en parler entre les patients et les professionnels de santé mentale pour conseiller les patients sur leur utilisation de l'Internet et des sites sociaux. Voilà. Donc, je vous remercie.